Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver à nouveau dans votre programme l'ASPAT Séminaire. C'est un réel plaisir pour nous de poursuivre avec vous le cycle de séminaires portant sur le thème général Essai critique sur l'ordre du discours juridique en Afrique noire francophone. Je me nomme Younous Alawakat Sader Sané, doctorant en droit privé et sciences criminelles à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, et je prépare actuellement une thèse en droit international privé dont le sujet est le suivant: qualification et statut personnel en Afrique noire. J'aurai l'immense honneur de modérer la session de ce jour. En prélude du sujet qui nous réunit aujourd'hui, qu'il me soit permis d'adresser mes vifs remerciements à l'institut grâce à laquelle cette session a lieu. Je vais nommer le Laboratoire d'analyse des sociétés et pouvoirs Afrique Diaspora, le LASPAT en abrégé. Laboratoire de recherche interdisciplinaire rattaché à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. La vocation première du LASPAT réside dans l'analyse approfondie des mutations contemporaines qui affectent les sociétés africaines. Partant, le LASPAT impulse une recherche dynamique sur les questions liées à la transformation digitale, au genre, à la démocratie, à l'édition scientifique, aux politiques publiques, au panafricanisme, ainsi qu'aux relations internationales. Le laboratoire se veut également un espace de dialogue scientifique en favorisant l'interdisciplinarité, mais aussi en rendant accessibles les travaux de ses chercheurs et collaborateurs sur les thématiques phares qui structurent ses axes de recherche. C'est dire qu'il accorde une grande importance à la formation des jeunes chercheurs ainsi qu'au partage des savoirs. Les différentes et riches discussions qu'il organise dans le cadre de ces cycles de séminaires répondent à ce double objectif en faisant d'abord office de vitrine pour les travaux de recherche des doctorants et par ailleurs en permettant par le truchement de ces canaux de communication un accès effectif de ces travaux au public. Je ne saurais clore cette parenthèse de remerciements sans y associer le laboratoire auquel je suis affilié, notamment le laboratoire d'études et de recherche critique sur le droit en Afrique, qui a été coïncident, le LERCDA, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Nouvellement créé, le LERCDA se donne pour ambition de promouvoir en Afrique une science du droit, se voulant non seulement plus sensible à l'apport des autres disciplines de sciences sociales, mais aussi et surtout de penser une science du droit plus soucieuse des réalités socio-anthropologiques, c'est-à-dire de réécrire le droit africain à partir de l'Afrique. Grâce aux efforts conjugués de ces deux laboratoires, le LASPAT et le LERCDA, mes collègues et moi, mes collègues que je salue au passage d'ailleurs, sont aujourd'hui ravis de partager avec vous les modestes fruits de nos recherches. Qu'ils en soient, par ma voix, infiniment remerciés. Mesdames et messieurs, c'est un fait connu de tous a priori. Dès l'accès à l'indépendance, les États d'Afrique noire, anciennement sous le joug du colon, ont, pour des raisons tenant à des impératifs de développement, fait le choix assumé de reconduire le droit de ces derniers dans leurs législations respectives. Néanmoins, si pour certaines matières, à l'instar du droit de la famille, un certain effort de codification socio-anthropologique a été observé, d'autres en revanche ont été pensés en dehors de toute logique empirique. Ainsi, plus qu'ailleurs, le mimétisme juridique y sera plus prégnant. Il s'y fera en effet, je cite, sans bénéfice d'inventaire, fin de citation, pour reprendre les immortels propos du regretté et par ailleurs illustre parrain du LERCDA, Guy Adjeté Kwasino. Dans cette ordre d'idée, et concernant cette dernière catégorie de matières impensées, s'il est une matière par excellence qui pourrait être citée à titre d'exemple, ce serait bien celle pénale. Concrètement, tant dans son aspect formel que fondamental, la matière pénale positive en Afrique noire francophone brille de par son relent fortement extraverti. Se caractérisant par son tropisme sur un droit venu d'ailleurs, elle reste fondamentalement alimentée par les vues occidentales de son objet. Ce faisant, de la perception du phénomène criminel à la réaction sociale contre ses conséquences, tout dans le droit pénal positif, tant dans l'aspect formel que substantiel, se fait selon les seuls grands principes de l'ancienne métropole. Le droit pénal positif d'un État n'étant que le reflet des grandes orientations optées par les institutions normatives de ce dernier État, elles-mêmes conditionnées par l'exception philosophique que ce dit État ainsi que sa propre société se font du phénomène criminel, il ressort symptomatique de constater, dans le droit pénal positif des États africains indépendants, l'exclusivité donnée aux principes occidentaux, pensés en Occident, par les Occidentaux, pour les Occidentaux et en réaction aux manifestations diverses de la criminalité en Occident. Cela en toute déconsidération des vues négro-africaines de la criminalité. D'aucuns, et à juste titre, en sont venus finalement à déclarer qu'il n'y a pas aujourd'hui de politique criminelle typiquement africaine. Il n'y a, disent-ils,
juste qu'une politique criminelle en Afrique noire. Pour sûr, la colonialité a survécu à la décolonialité. Les collègues Mamadou Sissoko et Ndaïmeri Diop ont fini d'en apporter la preuve il y a juste quelques semaines. Qu'est-ce qui justifie ce constat sans appel? Cette démarche des législateurs africains contemporains se justifie-t-elle par une totale absence de politique criminelle dans l'Afrique traditionnelle digne de ce nom, ou relève-t-elle purement et simplement d'un nihilisme de la façon africaine de penser la criminalité? C'est ce contexte particulier, autant pour moi, qui fonde l'intérêt de réfléchir sur une simple et pourtant très importante question, notamment, existe-t-il une politique criminelle négro-africaine? La réponse apportée à cette question centrale permettra non seulement de se faire une religion précise sur l'existence ou pas d'une politique criminelle typiquement africaine, mais et surtout d'en faire l'autopsie dans l'optique majeure d'en saisir les particularités pour, in fine, asseoir les bases d'une comparaison avec celle contemporaine. Comme intervenant discutant, le LASPAD, en collaboration avec le LERCDA, a l'honneur d'accueillir sur ce plateau un fin connaisseur de la science criminelle, notamment Monsieur Mohamed Diouf. Bonjour, Dr Diouf. Bonjour. Docteur en sciences criminelles et membre associé du LERCDA, Monsieur Diouf est par ailleurs l'actuel directeur du laboratoire Droits humains et privation de liberté de l'École nationale d'administration pénitentiaire, coordonnateur du comité scientifique de la revue sénégalaise de droit pénitentiaire. Au sein de l'administration pénitentiaire, il exerce par ailleurs le rôle d'enseignant en criminologie, victimologie. Hors des murs de l'administration pénitentiaire, il est également enseignant à l'Institut des métiers du droit de l'UCAD, mais aussi à l'UGB où il dispense le cours de droit pénal de l'environnement. Soyez le bienvenu, Monsieur Diouf. Sans plus tarder, je vais vous donner donc la parole, mais avant, permettez-moi de préciser brièvement l'organigramme de la session. Globalement, elle devra durer 1h30 minutes, ou tout au plus, et vous aurez donc un temps de parole de 45 minutes, tout au plus. Et après donc votre temps de communication, la parole sera accordée à l'audience pour recueillir les avis ou bien les questions de toute personne qui aurait en tout cas l'intention de poser une question. Donc, Monsieur Diouf, la parole est à vous. Merci Younous, bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de pouvoir partager cette conversation numérique avec toi. Bon, du point de vue entre nous, c'est plutôt physique, mais par rapport aux autres individus, c'est une réunion virtuelle. Et comme tu l'as annoncé, cette réunion virtuelle nous donnera la possibilité de revenir sur une thématique qui est assez méconnue, la politique criminelle. Je pense que la plupart des gens, la plupart des Sénégalais, même aussi bien les théoriciens que les praticiens du droit, spécialistes du droit pénal ou non, assimilent la plupart du temps la politique criminelle à tout ce qui est relatif au droit positif, en l'occurrence le droit pénal substantiel comme le droit pénal procédural. Mais comme nous avons l'habitude de le faire du point de vue juridique, quand nous commençons un thème, nous commençons par sa définition. D'abord, sa définition étymologique. Dans politique criminelle, nous avons un ensemble de mots, politique et criminel. Tout ce qui est relatif à la politique renvoie à ce qu'on appelle communément la police grecque, qui est la gestion de la cité. Criminel renvoie à crimel, qui signifie violation par rapport à des règles qui ont été préétablies dans une société. La notion de politique criminelle ou le terme politique criminelle du point de vue de la datation a été créé en 1803 par une personne qu'on appelle Ludwig von Feuerbach, c'est un juriste allemand qui a créé le terme politique criminelle. Il a écrit un ouvrage appelé Lehrbuch. Dans cet ouvrage, Ludwig von Feuerbach considère qu'à chaque fois qu'il y a des procédés susceptibles d'être créés par l'État ou par une société en vue de lutter contre la criminalité, on l'appelle politique criminelle. Un autre auteur allemand du nom de Klensroth considérera quand même que la politique criminelle n'est rien d'autre qu'une disposition spéciale de chaque État en vue de lutter contre la criminalité. En France, en 1899, un avocat du nom de Louis Maillard a écrit un ouvrage qui est un ouvrage très intéressant intitulé Études historiques sur la politique criminelle et l'utilitarisme pénal. Dans cet ouvrage, Louis Maillard nous dira que la politique criminelle n'est rien d'autre qu'un moyen d'organiser de façon rationnelle les meilleures réponses à la criminalité. Au niveau du XXe siècle, nous avons von Litz. Von Litz considère que la politique criminelle n'est rien d'autre que l'ensemble systématique des principes aux moyens desquels l'État et la société doivent organiser la lutte contre le crime. Donc, quand von Litz parlait du crime,
Il ne parlait pas du crime au sens du droit positif, il parlait du crime au sens de l'anthropologie et de la sociologie en termes de violation. Henri de Vabre considère que la politique criminelle n'est rien d'autre que la réaction délibérée de l'État en vue de lutter contre la criminalité. Du point de vue de la contemporanéité, nous avons un professeur du nom de Christine Lazergue. Le professeur Christine Lazergue considère que la politique criminelle n'est rien d'autre qu'une réaction de la société et une réaction de l'État en vue de lutter contre les phénomènes de déviance et de délinquance. Donc, il n'est pas revenu sur des notions qui sont purement juridiques, mais des notions aussi bien sociologiques qu'anthropologiques. Nous avons aussi le magistrat Marc Ancel en 1954 qui avait écrit La défense sociale nouvelle 2, un mouvement de politique criminelle humaniste. Le magistrat Marc Ancel considérait en 1954 dans son ouvrage que la politique criminelle s'arc-boute uniquement à la réaction de l'État. Nous avons aussi d'autres personnes qui se sont intéressées à la politique criminelle, mais la définition de la politique criminelle, qui est la définition la plus unanime, est la définition de Madame Mireille Delmas-Marty. Madame Mireille Delmas-Marty est décédée le 12 février 2022. Madame Mireille Delmas-Marty a jeté ce qu'on appelle les bases des grands systèmes de politique criminelle. En 1992, elle a écrit un ouvrage intitulé Les grands systèmes de politique criminelle. Et cet ouvrage-là qui est à la base de la réflexion politico-criminelle. Donc, Madame Mireille Delmas-Marty considérait que la politique criminelle est une stratégie étatique et sociétale qui permet de lutter avec pragmatisme contre les phénomènes criminels, de délinquance et de déviance fondés sur des options idéologiques. Pourquoi nous avons considéré que c'est la définition qui est une définition qui est très satisfaisante? Parce que c'est une définition qui prend en compte la réaction de l'État, la réaction de la société, et ces réactions ne s'arc-boutent pas seulement autour de la notion d'infraction, mais font intervenir la notion de déviance et de délinquance. L'infraction, nous la connaissons pour nous tous qui avons fait le droit pénal, n'est rien d'autre que toute action ou omission prévue et punie par la loi. Donc l'infraction est fondée sur le concept de légalité. Or, lorsqu'on va dans le cadre de la déviance est une atteinte à la normalité. Donc là où l'infraction est une atteinte à la normativité, la déviance est une atteinte à la normalité. Par conséquent, l'État peut intervenir en matière de déviance, mais l'État aussi peut intervenir en matière d'infraction, mais à la base, l'État est lié par l'infraction en vertu du principe de la légalité. C'est pourquoi l'on a considéré que c'est la définition qui répond aux aspirations politico-criminelles. Donc, c'est dans les grands systèmes de politique criminelle qu'on a tiré les informations qui nous permettent aujourd'hui de réfléchir sur ce qu'on appelle communément la politique criminelle. Pourquoi revenir sur cet aspect? La définition de la politique criminelle, elle est importante parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui réduisent la politique criminelle au droit pénal ou qui réduisent la politique criminelle à la criminologie. Qu'est-ce qui l'atteste? Par exemple, la plupart du temps, je pense que tout à l'heure tu l'as fait, quand on prend les ouvrages de Yves Bion, notamment sur l'ethnocriminologie, l'on assimile la politique criminelle au droit pénal, en considérant que le droit pénal n'est rien d'autre que la branche de la politique criminelle qui permet de réprimer les infractions. Or, le droit pénal est inclus dans la politique criminelle et n'est qu'un aspect de la politique criminelle. Donc, on ne peut pas seulement réfléchir sur la politique criminelle en se basant strictement sur le droit pénal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va dans la notion de délinquance, dans la notion de déviance, on a des aspects anthropologiques, on a des aspects sociologiques, on a des aspects ethnocriminologiques. Qu'est-ce qui l'atteste? Aujourd'hui, quand vous prenez l'ouvrage du professeur Lamine Ndiaye, qui est professeur titulaire de sociologie au niveau de l'UCAD, et il est en même temps directeur de l'école doctorale qu'on appelle ETHOS, l'ouvrage de Lamine Ndiaye est intitulé Culture, crime et violence, ethno-anthropologie de la délinquance. C'est-à-dire que dans cet ouvrage, on se rend compte que pour réfléchir sur le phénomène criminel, on ne peut pas seulement se limiter au droit positif. Parce que le droit positif n'explique pas le phénomène criminel, le droit positif traite le phénomène criminel. Donc lorsqu'on doit réfléchir sur la politique criminelle, l'existence d'une politique criminelle globalement, ou l'existence d'une politique criminelle négro-africaine, il faut convoquer la sociologie, il faut convoquer l'anthropologie, il faut convoquer la criminologie. Par conséquent, la politique criminelle est un carrefour de plusieurs disciplines. Qu'est-ce qui l'atteste? Les Français considèrent que la criminologie a été créée par Paul Topinard. Pour les Italiens, c'est Raffaele Garofalo. Et Raffaele Garofalo a écrit un ouvrage de
criminologie. Vous vous rendez compte que même dans ces ouvrages de criminologie, les notions de politique criminelle reviennent. Donc la politique criminelle, du point de vue d'une science explicative du phénomène criminel, est un carrefour de plusieurs sciences. C'est pourquoi l'on a considéré que la définition politico-criminelle qui a été donnée par Mme Mireille Delmas-Marty est la définition qui est la plus satisfaisante. Maintenant, quand Mme Mireille Delmas-Marty vient nous dire que la politique criminelle est une stratégie de l'État, une stratégie de la société, qui permet de lutter avec pragmatisme contre les phénomènes criminels de délinquance et de déviance, fondée sur des options idéologiques, quand il dit que c'est une stratégie de l'État. Quand l'État prend des mesures en vue de réprimer une infraction ou en vue de réprimer un phénomène, ce n'est pas de la politique criminelle, c'est de la politique pénale. Donc il y a une distinction entre la politique criminelle et la politique pénale. Dans la politique criminelle, la réaction de l'État par rapport à la lutte contre une infraction ou par rapport à la lutte contre un phénomène criminel déterminé, c'est de la politique pénale. Donc la politique pénale ne peut pas être assimilée à la politique criminelle. La politique pénale est une branche de la politique criminelle. C'est pourquoi, par rapport à la politique pénale, nous avons le professeur Stéphane Enguele-Guélé, qui a écrit un ouvrage intitulé Les politiques pénales en Afrique, 1958 jusqu'à 1995. Donc dans cet ouvrage de Stéphane Enguele-Guélé, le professeur Stéphane Enguele-Guélé nous donne une définition de ce qu'on appelle la politique pénale en disant que la politique pénale est le réseau de décisions et d'actions concrètes qui dynamise la réponse pénale aux phénomènes criminels. Donc la politique pénale est une réponse de l'État par rapport à un phénomène criminel qui a été bien identifié. Par exemple, l'État du Sénégal peut considérer que de plus en plus il y a du vol, de plus en plus il y a de l'escroquerie, de plus en plus il y a de l'abus de confiance, de plus en plus nous avons les crimes économiques, appeler ce qu'on appelle les conférences pénaux, appeler bien évidemment les parquetiers, les procureurs, et leur dire que durant cette année N ou durant cette année A, nous serons intransigeants par rapport à l'escroquerie, par rapport à l'abus de confiance ou par rapport au recel. Ça, de la politique pénale. Deuxième aspect, quand l'État du Sénégal se lève et dit qu'il y a trop de taux de criminalité, nous décidons de détruire les bidonvilles. Je pense qu'il y a cela 2 ans, nous avons la destruction d'un bidonville ici à Colobane qu'on appelait communément cité imbécile. Ça, c'est de la politique pénale. Ce n'est pas de la politique criminelle. C'est un seul aspect de la politique criminelle qui est la réaction de l'État. Donc, il y a une différence entre la politique criminelle et la politique pénale. Pourquoi? Parce que si la réaction de l'État emporte comme conséquence la dénomination de politique pénale, dans la définition de la politique criminelle, il y a une réaction de la société. Ce qui signifie qu'il y a des situations où quand l'État est défaillant par rapport à un phénomène qui a été bien identifié, c'est la société qui prend le relais. C'est pourquoi la politique criminelle emporte 2 aspects, l'aspect étatique et l'aspect sociétal. Donc les 2 acteurs fondamentaux de la politique criminelle, c'est l'État et la société. Maintenant, quand l'État réagit, à partir de ce moment, on parle de politique pénale. Et dans la politique pénale, on distingue 2 façons de criminalisation. Nous avons une criminalisation primaire qui est la répression d'un comportement précis et une criminalisation secondaire qui est la répression concrète de l'infraction. Quand on parle d'une criminalisation primaire qui est la répression d'une infraction précise, ça renvoie au droit pénal général, qu'on appelle le droit pénal substantiel. Deuxième chose, quand on parle de répression concrète de l'infraction qui est la criminalisation secondaire, ça renvoie à la procédure pénale. Donc, la politique pénale utilise la criminalisation primaire et la criminalisation secondaire. En l'occurrence, il utilise le droit pénal substantiel qu'on appelle droit pénal général et le droit pénal procédural qu'on appelle procédure pénale. Donc, par rapport à l'élaboration des choix législatifs, là, l'on se rend compte que bien évidemment, l'appareil d'État doit avoir une vision globale. Et dans cette vision globale, l'appareil d'État identifie certaines infractions dans certaines zones et apporte des réponses. C'est pourquoi l'on considère que dans l'élaboration des choix législatifs, c'est la différence entre la criminalisation primaire et la criminalisation secondaire. La criminalisation primaire et secondaire viennent directement de la politique pénale. Et l'on se rend compte que cette politique pénale-là, avant même que Stéphane Enguele-Guélé ne les rappelle dans ses ouvrages, existait déjà. C'est-à-dire que si vous ouvrez par exemple les ouvrages de criminologie et de victimologie, vous avez des écoles de pensée qui avaient déjà
parlé et qui avait déjà proposé ce type de réponse. Nous avons, par exemple, ce qu'on appelle la théorie de l'étiquetage de Erwin von Goffman et Lemaire. C'est cette théorie de l'étiquetage, si on le ramène en ce moment à la réalité sénégalaise, cette théorie de l'étiquetage nous permet de voir comment l'État est en train de se soucier de ce qu'on appelle les mendiants nigériens. Donc c'est Erwin von Goffman et Lemaire qui avaient dit que dans un État déterminé, lorsque vous aviez des étrangers, ces étrangers-là, vous devez les identifier pour savoir dans quelle mesure ces étrangers sont dans cet État. Deuxième chose, nous avons ce qu'on appelle l'école de Chicago, qui a été créée par Robert Park et Ernest Burgess. Dans l'école de Chicago, l'on considère que dans les grandes villes, toutes les artères doivent être libérées. Toutes les emprises doivent être libérées. Je pense que si on le renvoie à l'actualité, je pense que le ministre de l'Intérieur, depuis quelque temps, a pris des décisions où il considère que toutes les grandes artères des villes doivent être libérées. Tout cela entre dans la politique pénale de l'État. Et c'est une politique pénale qui a été inspirée de ce qu'on appelle communément des écoles de pensée. Il y a aussi un autre aspect à en prendre en compte du point de vue de la sémantique. Est-ce qu'il y a une politique criminelle africaine? Bon, du moins, est-ce qu'il y a une politique criminelle négro-africaine ou une politique criminelle en Afrique? La sémantique, elle est très importante et a fait l'objet de débats. Parce que lorsqu'on dit une politique criminelle en Afrique, cela supposerait qu'il y a des écoles de pensée extérieures et que les Africains en tant que tels se sont appropriés ces écoles de pensée et les ont traduites dans leur législation ainsi que dans les stratégies de lutte contre la délinquance. Deuxième chose, la politique criminelle négro-africaine suggérerait qu'il y a effectivement en Afrique des penseurs ou il y a en Afrique des sociétés qui se sont autorégulées, qui ont créé leurs propres règles, qui ont créé leur propre traitement de la répression pour pouvoir répondre à un phénomène criminel déterminé. Et je pense que ces sémantiques-là entre politique criminelle négro-africaine et politique criminelle en Afrique, nous y reviendrons à la fin pour pouvoir répondre à la question de base, existe-t-il une politique criminelle négro-africaine? Il y a aussi au niveau de la politique criminelle ce qu'on appelle les moteurs de politique criminelle. C'est-à-dire, du point de vue de la politique criminelle, on a identifié pour chaque État quel est le modèle de politique criminelle. Et dans les modèles de politique criminelle de l'État, il y a ce qu'on appelle les schémas différentiels. Dans les schémas différentiels, il y a I qu'on appelle infraction, RE réaction étatique, I infraction, RE réaction sociétale. Qu'est-ce que ça signifie? S'il y a commission d'une infraction dans une société, c'est l'État qui doit réagir. Donc normalement, infraction doit amener à une réaction étatique. S'il y a de la déviance, ce n'est pas l'État qui doit réagir, c'est la société qui doit réagir. Déviance, réaction sociétale. Mais l'on se rend compte que de plus en plus, quand l'État, devant un phénomène infractionnel déterminé, ne réagit pas, c'est la société qui va réagir à la place de l'État. Qu'est-ce qui le justifie? Il y a des temps au Sénégal, il y a cela quelques années, il y a un célèbre chanteur qui avait défrayé la chronique parce qu'il avait un habillement qui était assez féminin et avait des attirails féminins. À ce moment, l'État n'avait pas réagi, c'est la société qui catégorisait le type d'individu qui se comportait de la sorte et c'est la société elle-même qui réprimait. C'est ce qu'on appelle les modèles de politique criminelle. Ce qui signifie que, du point de vue de la politique criminelle, lorsqu'un acteur de la politique criminelle, qui est l'État, est défaillant par rapport à un phénomène infractionnel déterminé, c'est la société qui réagit. Maintenant, quand la société réagit, ça devient assez compliqué parce que la société ne réagit pas dans un cadre qui est légal. Or, dans le principe, tout est censé être axé sur ce qu'on appelle communément la légalité. Donc, je pense que tous ces aspects préliminaires ou tous ces propos préliminaires ont un but fondamental, ce qu'est la politique criminelle et ce qui l'est pas. Ce qu'est la politique criminelle, c'est que la politique criminelle est une stratégie de l'État et une stratégie de la société qui permet de lutter contre les phénomènes criminels de délinquance et de déviance, mais fondée sur des options idéologiques. Et ce sont ces options idéologiques en matière de politique criminelle qui permettent de parler d'une pensée politico-criminelle. Donc, si on doit répondre à la question de savoir exister une politique criminelle négro-africaine, nous allons d'abord revenir sur les précurseurs de l'inexistence d'une politique criminelle négro-africaine. Vous avez certains auteurs qui considèrent
qu'il n'y a pas de politique criminelle négro-africaine. Je ne dis pas que c'est moi qui l'ai dit, mais je vais rappeler les auteurs parce que moi, ma pensée, je pense qu'en fin de compte, je vais vous narrer ma pensée. Parce que je ne peux pas vous faire l'étalage de toutes les pensées sans pour autant, à la fin, vous dire ce que je pense. D'abord, certains considèrent qu'il n'y a pas de politique criminelle africaine parce qu'il n'y a pas de civilisation ou de société africaine. Je pense que dès le début, nous avons la réflexion hegelienne. Hegel considère qu'il ne peut pas y avoir de société africaine ou de civilisation africaine. Donc, il ne peut pas y avoir d'organisation hiérarchique d'une société africaine qui permet de lutter contre la criminalité. Deuxième chose, nous avons celui qu'on appelle Radcliffe Brown et Palmer. Radcliffe Brown et Palmer disent presque la même chose. Qu'est-ce qu'ils disent? Que certaines sociétés sont tellement simplistes qu'ils n'ont pas la connaissance ou le pouvoir d'avoir une organisation politico-criminelle. Vous avez la thèse de l'anhistoricité de l'Afrique. La thèse de l'historicité de l'Afrique a été rappelée par Charles Kunku. Mais quand Charles Kunku rappelle la thèse de l'historicité de l'Afrique, il reprend certains propos du pharaon noir Cheikh Anta Diop. Parce que Cheikh Anta Diop, quand vous regardez son ouvrage Nation, nègre et culture, dès le début, il vous rappelle qu'en Afrique, la raison pour laquelle, quelquefois, on nous disait que nous n'avions pas de civilisation, c'est parce qu'il y a des pans de l'histoire qui ont disparu. Et que pour retrouver ces pans de l'histoire, il fallait revenir à deux royaumes, l'Égypte et l'Éthiopie. Ça, c'est la thèse de Cheikh Anta Diop. Mais cette thèse a été reprise par beaucoup d'intellectuels qui considèrent que dans un continent où il n'y a pas de civilisation, il ne peut pas y avoir d'organisation qui justifie l'existence d'une politique criminelle. Il y a aussi une deuxième chose, ou d'autres idées, qui militent à l'inexistence d'une politique criminelle négro-africaine. D'abord, il y a ce qu'on appelle la juxtaposition d'écoles de pensée politico-criminelle, c'est-à-dire que l'on se rend compte en Afrique, dans plusieurs législations ainsi que dans plusieurs stratégies étatiques. Ce sont des législations ou stratégies étatiques qui sont inspirées de pensées étrangères, de pensées qui sortent carrément du cadre de l'Afrique. Comment on le sait? C'est-à-dire que si vous regardez par exemple en droit pénal, nous avons ce qu'on appelle la sanction de dégradation civique. Parce qu'en droit pénal, vous avez 3 catégories d'infractions déterminées par l'article 1er du Code pénal, contravention, délit et crime. Et l'on a dit qu'en matière criminelle, nous avons les peines afflictives et les peines infamantes. Les peines afflictives, c'est la réclusion criminelle à temps, de 5 à 10, de 10 à 20 ans. La réclusion criminelle à perpétuité et la détention criminelle. La peine infamante, c'est la dégradation civique. La dégradation civique, en tant que telle, vient d'un ouvrage de Platon. L'ouvrage de Platon est intitulé Les lois. Pour Platon, revenez d'abord sur ce qu'on appelle la dégradation civique. Deuxième chose, Platon revenait sur ce qu'on appelle la responsabilité du juge pénal. En considérant que si une personne commet une infraction et que l'infraction est dégradante par rapport à la société, la sanction, c'est la dégradation civique. C'est-à-dire que ce citoyen ne doit avoir aucun droit. Deuxième chose, nous avons dans les écrits d'Aristote, dans la thèse aristotélicienne, ce qu'on appelle la place de la peine. Aristote considère, dans sa réflexion, que la peine doit avoir un but de rétribution. Et la peine en tant qu'outil de rétribution, nous le voyons dans ce qu'on appelle communément le droit pénitentiaire ici au Sénégal. Pourquoi? Parce qu'au niveau du droit pénitentiaire, on a d'habitude de dire que l'administration pénitentiaire doit avoir 2 buts. Premier but, la resocialisation du délinquant. Deuxième but, le fait d'éviter la récidive. Donc, l'on se rend compte que quelquefois, quand on lit des ouvrages de droit pénitentiaire et les textes de droit pénitentiaire au Sénégal, notamment le décret de 2002, l'on se rend compte qu'on reprend des idées d'Aristote. Vous avez aussi Olugel. Olugel a écrit un ouvrage qu'on appelle Les Nuits antiques. Dans cet ouvrage des Nuits antiques, Olugel revenait sur ce qu'on appelle, ici en droit pénal, la vengeance privée. La vengeance privée, c'est la légitime défense. Donc, l'on se rend compte que même dans les écrits de Olugel, la vengeance privée, telle que déterminée par les articles 316 et 317 du Code pénal au Sénégal, revient. Toujours dans les réflexions, nous avons, sous le règne des empereurs Théodose II et Valentinien III, compilé par l'empereur Justinien, ce qu'on appelle communément le Code théodosien. Dans le Code théodosien, si vous ouvrez le Code théodosien, c'est-à-dire qu'au moins les fragments que nous avons pu avoir des codes théodosiens, et que vous ouvrez le code pénal, il y a beaucoup d'infractions qui sont reprises.
aussi bien au niveau du code déontologique, nous avons ce qu'on appelle l'infraction de vol. Nous avons ce qu'on appelle l'infraction de sorcellerie, qui est prévue au Sénégal par l'article 234 du code pénal. Dans le code déontologique, nous verrons que ce sont les mêmes critères définitionnels. Nous avons aussi la lex Aquilia du tribunal Aquilius. C'est-à-dire que dans la lex Aquilia du tribunal Aquilius, il revenait sur ce qu'on appelle communément la peine d'amende. Nous avons, sous le règne de l'Empire Silla, ce qu'on appelle les infractions qui portent atteinte aux mœurs. Attentat aux mœurs, vous avez aussi certaines infractions comme les délits de concussion et les délits de corruption 158, 159 du code pénal au Sénégal. C'est-à-dire que si nous allons au niveau de ce qu'on appelle communément la pensée antique, certaines législations ici en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, reprennent à l'identique certaines pensées. Nous avons aussi, quand on s'intéresse à ce qu'on appelle le droit canonique, nous avons beaucoup de livres en droit canonique qui reprennent la même chose. Par exemple, si on prend l'Ancien Testament, qui est composé de 38 livres, certains livres de l'Ancien Testament, notamment l'Exode, le Deutéronome, la Lévitique, le Décalogue, vous avez des infractions qui sont prévues. Et ces mêmes infractions, on les retrouve en droit pénal. Par exemple, si vous prenez le Décalogue, au niveau de l'Ancien Testament, vous avez le meurtre simple, le meurtre avec préméditation qu'on appelle assassinat, qui est expressément prévu par le Décalogue. Si aujourd'hui, nous prenons ce qu'on appelle l'Exode et le Deutéronome, l'Exode et le Deutéronome revient sur des conditions qui sont relatives à ce qu'on appelle la complicité, qui est expressément prévu au niveau des articles 46 et suivants du code pénal sénégalais. Lorsqu'on va au niveau du droit musulman, pourquoi le droit musulman? Parce que l'Afrique, notamment le Sénégal et certains pays d'Afrique, ont subi ce qu'on appelle l'invasion almoravide. Donc nous avons une culture arabe qu'on nous a imposée. Qu'est-ce qui le justifie? La plupart de nos prénoms. Youssouf, c'est arabe. Mohamed, c'est arabe. Et dans cette culture arabe qu'on nous a imposée, on nous a aussi fait ce qu'on appelle une acculturation arabe, notamment au niveau de nos textes. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous allez au niveau de l'islam, quand vous dépassez la période de ce qu'on appelle les califes rachidoun, les califes rachidoun sont les califes, rachid signifie juste, les califes rachidoun ce sont les califes qui sont venus après la mort du prophète Mahomet, Abu Bakr, Omar, Ousmane, Ali. Dès que vous allez au niveau de la dynastie Omeyyade, vous voyez au niveau de la dynastie Omeyyade, il y a des écrits qu'on appelle les had. Et dans les écrits qu'on appelle les had, vous avez ce qu'on appelle les peines fixes. Ce sont des peines qui sont appliquées en matière de commission d'infraction. Et nous avons comme peine fixe des peines qui sont relatives au délit d'adultère, qui est prévu au Sénégal par l'article 330 du code pénal et qui fait l'objet de plusieurs débats parce que le délit d'adultère, la seule sanction est une sanction d'amende. Et c'est une sanction d'amende qui, en réalité, est assez compliquée. C'est pourquoi l'on considère qu'au Sénégal, la polygamie ou le mariage ou les droits des femmes sont très, très discutables, notamment au niveau de nos différents textes. Au-delà de ces pensées, que ce soit la pensée antique, que ce soit la pensée chrétienne, que ce soit la pensée musulmane, nous avons ce qu'on appelle l'influence des écoles de pensée modernes. C'est-à-dire qu'en droit africain, nous avons des écoles de pensée européennes qui ont fortement inspiré nos textes. Comme première école de pensée, nous avons l'école de pensée, l'école de la justice absolue de Emmanuel Kant et Joseph de Metz. Dans l'école de la justice absolue, c'est une école de pensée qui considère que tout le droit doit être fondé sur la morale. C'est eux qui ont justifié la création des infractions à chaque fois qu'il y a atteinte à la morale, notamment les infractions d'adultère. Nous avons aussi l'école éclectique de Louis-Philippe Guizot, Ortolan et Rossi. Cette école éclectique essaie de faire un équilibre entre l'utilité et la répression. Si on le ramène aujourd'hui en droit sénégalais, je pense que le Sénégal, quand il s'agit du Sénégal, depuis plusieurs années a une dérive du point de vue législatif, notamment en matière pénale. Nous avons beaucoup de lois en matière pénale, nous avons une inflation législative. Maintenant, dans ces lois en matière pénale, l'on se rend compte que le législateur ne fait plus d'équilibre entre l'utilité de la peine et la répression. L'on se rend compte que vu qu'il y a des impératifs sécuritaires, de plus en plus nous avons des lois liberticides en matière pénale. 2016-29, 2016-30, 2016-33 et 2021. Ce sont des lois qui vont dans le sens
aujourd'hui de certes protéger les populations, mais aussi de réduire les libertés. Or, au début, on avait pris la pensée de l'école éclectique de Guizot, Ortolan et Rossi qui essayait de faire un équilibre entre l'utilité et la répression. Au Sénégal aussi, nous avons une influence de l'école positiviste. L'école positiviste a été créée par un médecin militaire italien du nom de Cesare Lombroso, né à Vérone. Cesare Lombroso a fait des études. Et dans ces études, Cesare Lombroso a étudié 383 crânes de condamnés et 5900 crânes de détenus. Et après ces études, il a considéré que c'est du point de vue morphologique, du point de vue de l'anatomie, on peut identifier les infracteurs. Maintenant, après l'identification des infracteurs, ces infracteurs-là, il faut les éliminer. Le Sénégal a eu la peine de mort qui a été abrogée en 2004, mais jusqu'à présent, nous avons une peine d'élimination. La réclusion criminelle à perpétuité est une peine d'élimination, même si de plus en plus on voit des remises de peine où les personnes ne meurent pas en prison, mais nous avons quand même une présence de l'école positiviste de Cesare Lombroso. Autre aspect, le traitement du terroriste. C'est-à-dire que le traitement du terroriste au Sénégal, la raison pour laquelle on l'affilie à l'école positiviste, c'est que de plus en plus, les terroristes n'ont presque plus de droits. Or, peu importe le niveau d'infraction qui soit commis, il faut toujours sauvegarder les droits humains des individus. Nous avons aussi la présence de l'école sociologique de Enrico Ferri. Dans l'école sociologique, Enrico Ferri considérait qu'effectivement, dans une société déterminée, c'était la société qui crée les infracteurs. Dans une société où il y a beaucoup de pauvreté, où il y a beaucoup de chômage, où il y a beaucoup de promiscuité, les personnes sont enclines à aller commettre des infractions. Et cette juxtaposition-là, nous la voyons en droit sénégalais. Nous avons aussi en droit sénégalais ou en droit africain. Pourquoi on le dit? Je pense que nous avons l'école de la défense sociale nouvelle qui a été créée par Adolphe Prince, Filippo Grammatica et Marc Ancel. Tous les pays qui sont d'anciennes colonies françaises appliquent à la lettre ce qu'on appelle la diachronie d'une défense sociale nouvelle. Tous les pays qui sont d'anciennes colonies françaises. Parce que la France, depuis 1954, applique ce qu'on appelle les thèses de Marc Ancel. Et je pense que nous nous sommes beaucoup inspirés de la législation française en Afrique. Et dans cette défense sociale, l'on a l'habitude de dire que la défense sociale a été créée par Marc Ancel. Non. La défense sociale a été créée en 1910 par Adolphe Prince, qui a créé l'Union internationale de droit pénal. La défense sociale a été reprise en 1933 par Filippo Grammatica et a été systématisée en 1954 par Marc Ancel. Pourquoi nous voyons dans le droit africain une présence de la défense sociale? Parce que dans l'école de la défense sociale, on considère que l'humain doit être au centre des préoccupations. Même par rapport à la condamnation, l'humain est au centre des préoccupations. À partir de ce moment, c'est la société qui a créé ses propres criminels, c'est à la société de pouvoir réparer ce qu'on appelle la responsabilité objective de la société. Younous, tous ces éléments-là sont de nature à écarter l'existence d'une politique criminelle négro-africaine. Mais on se rend compte que ces aspects ou ces positions qui ont été battues en presse par certains intellectuels ne peuvent pas prévaloir. L'Afrique n'est pas une nuit noire. L'on se rend compte en Afrique, dans plusieurs pays, par rapport à plusieurs tribus et par rapport à plusieurs ethnies, qu'il y a une organisation qui donne la possibilité de traiter les infractions, qu'il y a une organisation qui donne la possibilité de niveler les infractions, qu'il y a une organisation qui est de nature à éclairer la déviance. Dans ces organisations, je commencerai par les Guérés en Côte d'Ivoire. Vous avez une ethnie en Côte d'Ivoire qu'on appelle les Guérés. Quand vous regardez cette ethnie en Côte d'Ivoire, cette ethnie a ses propres interdits qui sont différents des interdits du code pénal ivoirien. Cette ethnie a sa propre organisation en matière de commission d'une infraction. Et cette ethnie détermine ses propres conditions de sécurité. Vous avez au niveau des Guérés ce qu'on appelle des interdits qui sont des interdits endogènes. Vous avez des interdits qui n'existent que dans l'ethnie des Guérés. Et si vous commettez ces interdits-là, les Guérés ont leur propre législation et ils ont leurs propres sanctions.
Nous avons, au-delà des Guéré, les Chewa au Zimbabwe, qu'on appelait à l'époque Rhodésie du Nord. Quand vous regardez les Chewa au Zimbabwe, au niveau du Zimbabwe, les Chewa ont créé ce qu'on appelle l'infraction de magie et de sorcellerie. À chaque fois qu'une personne commet une infraction de magie et de sorcellerie, vous voyez que les Chewa ont une organisation sociale qui leur donne la possibilité de même donner la possibilité à la personne qui a été envoûtée d'introduire une plainte. Et là, nous voyons que c'est le chef du village qui va jouer le rôle de juge et la peine sera appliquée. Nous avons aussi, même en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les Aladjans. Les Aladjans sont spécialistes de ce qu'on appelle les confessions de sorciers. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils considèrent qu'il y a une personne qui a été, entre parenthèses, ensorcelée ou a été mangée par un sorcier, ils obligeaient le prétendu sorcier à se confesser. Au-delà, nous avons les Hausa et les Yoruba. Au niveau des Hausa et les Yoruba exercent ce qu'on appelle le crime de lèse-majesté. Dès le début, du moins lieu de leur organisation, quand vous êtes un roi, quand vous atteignez un certain âge, avant même d'atteindre un certain âge, avant d'être vieux, ils vous tuent. Parce qu'ils ne veulent pas que le roi soit sénile. Mais, durant cette période-là où ils considèrent que le roi est censé être vieux, aucun membre de la communauté n'a le droit de proférer contre ce roi des propos qui ne sont pas des propos élogieux. Ils ont instauré le crime de lèse-majesté. Donc, si vous proférez ce type de propos, ils vous jugent et ils peuvent même vous exécuter. Vous avez au Kenya ce qu'on appelle les Nuer. C'est une ethnie. Au niveau du Kenya, ce qui est intéressant avec les Nuer, c'est qu'ils ont créé ce qu'on appelle l'immunité en matière de vol. Nous avons déjà l'immunité en matière de vol au Sénégal, article 365 du Code pénal. Les Nuer considèrent qu'il y a une période déterminée qui est une période de mariage. Durant cette période de mariage-là, le vol de bétail est permis. Pourquoi? Parce que chez les Nuer, si vous êtes un homme et que vous désirez épouser une femme, vous devez lui amener beaucoup de bétail et à partir de ce moment, le vol de bétail est permis. Donc, ils ont créé ce qu'on appelle l'immunité en matière de vol. Cette même immunité existe ici au Sénégal en matière de vol entre époux, article 365 du Code pénal. Nous avons les Salamates et les Imats au Soudan. Au niveau des Salamates et des Imats au Soudan, le vol est carrément interdit. Si vous commettez le vol, on vous exécute. Et ce qui est le plus intéressant, surtout en matière d'organisation judiciaire, ce sont les pygmées du Congo. Au niveau du Congo, si vous êtes un pygmée, vous faites partie de cette catégorie de pygmées. Si vous commettez une infraction, ou s'ils considèrent qu'il y a une violation par rapport aux règles qui ont été établies dans la communauté, vous n'avez pas la possibilité de vous faire justice vous-même. Vous convoquez tout le village. Tout le village arrive et vous faites ce qu'on appelle l'action publique. L'action publique, c'est le fait d'introduire une plainte. Si vous introduisez une plainte, on vous écoute et on écoute la partie adverse, on respecte le principe du contradictoire. Et troisième aspect, le juge va donner la peine. Ici, le juge, en réalité, c'est le chef du village. Au niveau du lac Tanganyika, vous avez une ethnie qui pratique ce qu'on appelle les Ikemara. Les Ikemara, c'est ce qu'on appelle le meurtre rituel. Donc, c'est une ethnie, à chaque début d'année, avant d'aller faire la pêche, il faut qu'il tue un jeune. Un sacrifice. Oui. Il faut qu'il fasse ce qu'on appelle un sacrifice. C'est un meurtre sacrificiel qui est permis. Mais ce meurtre sacrificiel, ce n'est qu'au début d'année pendant une durée de 2 mois. Dépasser ces 2 mois-là, automatiquement, vous n'avez plus le droit de le faire. Si vous le faites, on applique ce qu'on appelle la peine de mort. Donc, nous voyons que dans beaucoup de pays d'Afrique, nous avons des ethnies qui ont déjà leur propre politique criminelle. Mais au Sénégal aussi, je pense que on ne peut pas parler sans pour autant parler de son pays. Nous avons des ethnies qui sont très hiérarchisées. Première ethnie, naturellement, je suis Sérère. Première ethnie où je suis allé faire des recherches, c'est l'ethnie Sérère. Maintenant, le problème au niveau de l'ethnie Sérère, c'est l'oralité.
Nous avons certaines études qui ont été faites par l'IRD par rapport à l'organisation sociétale sérère, mais il fallait aller sur le terrain pour pouvoir s'enquérir de l'organisation en pays sérère. Donc ça m'a permis et donné la possibilité d'aller dans certains villages sérères, notamment le village sérère le plus vieux au Sine, qu'on appelle Faoy. Le chef de village s'appelle Momodou Faye, le griot du village s'appelle Momodou Diouf. À travers les échanges que nous avons pu avoir, nous avons au niveau de la capitale, qu'on appelait à l'époque Djahao, je pense que Djahao existe toujours, qu'on appelle Djahao Sine, il y avait une organisation pyramidale qui commençait par plusieurs boursines qu'on appelle Maatsini. Boursine Latsuk Fanyan Faye, Boursine Commando Fen Diouf, Boursine Commando Fen Diouf Fan Deb, Commando Fen Diouf Fan Mat. Et je pense qu'en ce moment, nous avons le Boursine Maatsini Diouf. Nous avons aussi le Boursine Bokar Siles Djalel Diouf, Amakodou Samba Diouf, Bokar Silas Sanga Diouf. Tous ces boursines-là ont imposé un modèle de traitement en matière de commission de l'infraction au niveau du site. Je suis aussi allé chez les Peuls pour pouvoir m'enquérir de l'organisation des Peuls. Pourquoi? Parce que les Peuls font partie des ethnies les plus organisées. C'est pas seulement au Sénégal, mais au niveau de tout le Fouta Toro. Et l'on s'est rendu compte, effectivement, au niveau de l'Empire Peul, qu'on appelle l'Empire Peul du Massina, il y avait une organisation qui donnait la possibilité à chaque fois qu'il y a des personnes qui étaient des agrégeurs ou des transgresseurs, de pouvoir suivre une logique qui nous donnait la possibilité et nous permettait à ce que ces personnes soient entendues avant d'être exécutées. Donc, l'on se rend compte que dire que la politique criminelle négro-africaine n'existe pas, je dirais que c'est assez prétentieux. Mais, comme j'ai l'habitude de le dire, nous les Africains, quelquefois, nous ne donnons pas la possibilité d'aller faire des recherches, mais à travers les recherches que j'ai pu avoir, que j'ai pu faire, je me suis rendu compte que, bien évidemment, il existait une politique criminelle négro-africaine. Et permettez-moi de vous dire que je confesse qu'au moment où j'ai rédigé ma thèse sur la politique criminelle, j'étais persuadé qu'il n'existait pas de politique criminelle négro-africaine. Mais à l'époque, au moment de la soutenance de thèse, vous avez le professeur Lekebe Omouali, Dr Lekebe Omouali, qui m'avait fait ce reproche. En me disant qu'on n'a pas assez senti au niveau du développement de ta thèse la politique criminelle négro-africaine. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à faire des recherches. Je pense que depuis 2023, je fais des recherches sur l'existence de la politique criminelle négro-africaine. Donc cet exposé que je suis en train de vous faire n'est pas, je pense que les travaux que j'ai entrepris depuis 2023 ne sont pas encore terminés. Je ne sais même pas si ces travaux seront terminés, mais globalement, à travers toutes les recherches que j'ai pu avoir par rapport aux détracteurs ou par rapport aux personnes qui considèrent qu'il existe une politique criminelle négro-africaine, je fais partie de ces personnes-là. Il existe bel et bien une politique criminelle négro-africaine, mais nous, les intellectuels africains, on doit arrêter la victimisation et aller travailler. Donc, Younous et chers amis, voici l'exposé sommaire des travaux que j'ai pu effectuer par rapport à la thématique qui nous a réunis ce matin. Je suis à l'écoute par rapport à vos contributions et vos questions. Younous, je te rends la parole. Alors, merci docteur pour ce brillant exposé. Alors, nous confessons, hein, les informations ont été données avec un flux vraiment important. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont été données. Et ils peuvent s'avérer en tout cas très difficiles de prendre et suivre lesquels voilà, docteur nous donnait les informations. Mais toujours est-il qu'on a pu prendre quelques notes. Et par rapport à l'exposé que vous avez fait, docteur, et là, voilà, disons que je parle sous votre contrôle, vous avez eu tout d'abord à apporter une précision conceptuelle par rapport au sujet. D'abord, définir ce qu'est une politique criminelle. Et en essayant de définir ce qu'est une politique criminelle, vous avez plutôt avancé qu'on ne peut pas, ou plutôt qu'on ne doit pas se limiter seulement au droit pénal pour apporter une réponse à cette question-là. Et que pour donner une définition à la politique criminelle, il faudrait avoir en tout cas une approche globale, une approche pluridisciplinaire, interdisciplinaire. Et donc, vous avez dit que dans la définition de la politique criminelle, d'autres disciplines intervenaient. Vous avez cité la sociologie, vous avez cité la philosophie, vous avez cité l'anthropologie, la criminologie. Donc, toujours pour montrer que le seul droit pénal ne suffit pas, en tout cas, à donner la définition de la politique criminelle. Et au-delà de ça, vous avez aussi essayé d'apporter une définition
pas une définition, mais une distinction entre la politique criminelle et la politique pénale. Et la politique pénale, oui, je crois que c'est ça. Et vous avez défini la politique pénale comme étant la réaction de l'État face au phénomène criminel. Par exemple, s'il y a un phénomène criminel qui commence à être d'actualité, si l'État, en tout cas, prend la décision, la ferme décision de faire en sorte que ce phénomène-là soit endigué, on pourrait qualifier cette réaction de l'État comme étant une sorte de politique pénale. Donc, au-delà de ça, vous avez aussi comparé la politique pénale comme faisant partie intégrante donc de la réaction étatique, la dite réaction étatique qu'on trouve aussi dans la formule qui a été donnée par Mireille Delmas-Marty. Et d'ailleurs même vous avez tenu que parmi toutes les définitions qui ont été données de la politique criminelle, et vous avez cité plusieurs auteurs, c'est celle de la professeure Mireille Delmas-Marty qui fait plus l'unanimité. Et donc c'est dans cette politique, c'est dans cette définition de la politique criminelle qu'on trouve une sorte de formule, si je pourrais dire ainsi. Donc politique criminelle pour elle, c'est la réaction étatique plus la réaction sociétale. Et donc chacune, en tout cas des entités présentes dans la définition de la politique criminelle a un rôle à jouer. Et dès l'instant où elle a un rôle à jouer, par exemple si la réaction étatique ne se fait pas comme elle devrait se faire, la conséquence logique c'est que la réaction sociétale va s'opérer. Par exemple, si l'État qui a le devoir de réagir par rapport à certaines infractions, parce que c'est l'État qui a le monopole de la violence légitime, si l'État ne réagit pas face à un phénomène que, en tout cas, la plupart des personnes considèrent comme étant de la criminelle, la société va simplement se charger donc de réagir. Et donc, c'était très important de t'apporter ça. Et au-delà de ça, vous avez aussi parlé de modèle de politique criminelle. Maintenant, dans ce modèle-là, excusez-moi, oui, c'est là que vous avez parlé de votre formule et tout. Donc, au-delà de ça, vous avez aussi, au-delà de ça, maintenant, vous êtes revenu un peu sur la question qui est même à l'ordre du jour. Est-ce qu'il existe une politique criminelle négro-africaine? Et votre réponse, disons, c'est bifurqué en deux parties. Vous avez d'abord donné une réponse négative, donc non, on pourrait, après on va revenir par rapport à ces éléments-là, on pourrait retenir qu'il n'y a pas de politique criminelle en Afrique. Pourquoi? Vous avez avancé des thèses. D'abord, la première thèse, c'est celle de l'inexistence d'une société civilisée en Afrique. Et d'ailleurs, nous connaissons tous le père de cette thèse-là, Hegel, qui estimait qu'en Afrique, il n'y avait pas, en tout cas, un brin de civilisation. Et donc, il ne saurait exister de politique criminelle dans une société où une civilisation n'existait pas. Donc, c'est la thèse nihiliste, comme on l'appelle. Et au-delà de ça aussi, vous avez aussi parlé de la simplicité des sociétés africaines. C'était des sociétés, en tout cas, phylogènes, qui étaient trop simplistes pour pouvoir prétendre avoir une certaine politique criminelle. Et au-delà de ça, vous avez aussi la théorie de l'historicité de l'Afrique, je crois. C'est celle développée par le Cheikh Anta Diop. Et ça dit qu'il y a des trous de l'histoire, disons, qui n'ont pas été explorés. Et puisque ces trous-là n'ont pas été explorés, naturellement, beaucoup de points d'interrogation resteront sans réponse. Et au-delà de ça, comme argument majeur aussi, vous avez aussi parlé de la juxtaposition des écoles de pensée. Maintenant, dans les écoles de pensée, on a les écoles de pensée classiques et les écoles de pensée contemporaines. Maintenant, dans les écoles de pensée classiques, vous avez parlé de notions comme la dégradation civique de Platon, qu'on trouve donc dans l'œuvre de Platon. Vous avez aussi parlé de la vengeance privée, vous avez aussi parlé de la théorie de l'amende aussi. Vous avez aussi parlé vous avez parlé de beaucoup de concepts qu'on trouve en tout cas dans les théories classiques et qui font que globalement, on ne peut pas retenir la thèse de l'existence d'une politique criminelle en Afrique. Donc, au-delà de ça, je ne peux pas vraiment revenir en détail sur tout ce qui a été dit. Après, on aura l'occasion de balader tout ça. Mais après, pour nuancer, vous êtes revenu en grandeur pour parler de l'existence d'une politique criminelle. Si, dans une première partie, on peut retenir qu'il n'y avait pas l'existence d'une politique criminelle, en raison du fait que les Africains, globalement, s'appropriaient des concepts ou des théories venues d'ailleurs, on pourrait, en tout cas, mettre de l'eau dans le vin et essayer d'avancer la thèse de l'existence d'une politique criminelle. Pourquoi est-ce que vous avez estimé, vous, qu'il y avait une politique criminelle en Afrique? Vous avez d'abord avancé une phrase que j'ai trouvée très importante et très intéressante. L'Afrique n'est pas une nuit noire. L'Afrique n'est pas une nuit noire. C'est-à-dire que l'Afrique a existé bien avant le contact avec avec les colonisateurs. Ce qui veut dire qu'il y avait donc une vie antérieure avant le contact avec le colon. Donc, qu'est-ce qui se faisait comme réaction sociale ou comme réaction sociétale
face au phénomène criminel. Qu'est-ce qui se faisait en Afrique? Donc, c'est ce que vous avez essayé de démontrer. Et pour le démontrer, vous avez fait en quelque sorte une sorte de voyage. Vous avez été en Côte d'Ivoire, vous avez été au Zimbabwe, la Rhodésie du Nord, vous avez été au Congo avec les Pygmées. Et donc, vous avez même parlé de concepts qui sont aujourd'hui des concepts contemporains. Vous avez parlé de l'immunité familiale qui existe aujourd'hui en droit sénégalais. Vous avez aussi parlé de la possibilité qui est donnée à une personne qui estime être victime donc d'une sorcellerie ou bien de magie, donc de pouvoir se plaindre à qui de droit. Vous avez aussi parlé aussi le concept ou bien même de la notion de lèse-majesté, c'est les Hausa et les Yoruba, c'est-à-dire que qui imposaient à la société de ne pas se permettre de dire du mal du droit qui était mourant. Et donc tout ça, c'est des crimes, pas des crimes, mais c'est des notions qu'on trouve certes dans le droit contemporain, mais qui se trouvaient aussi dans l'Afrique traditionnelle. Et donc ce sont des éléments qui permettent globalement de pouvoir retenir la thèse de l'existence de la politique criminelle. Donc globalement, dans cette seconde partie, l'idée est de démontrer effectivement l'existence d'une politique criminelle. Et les raisons que vous avez avancées sont là. L'audience a eu l'occasion de vous écouter, de vous entendre. Et j'ai essayé tant bien que moi, parce que les informations, voilà, comme je l'ai dit, des informations ont été données avec un flux vraiment important. Et donc vraiment, c'est à saluer. Et donc, je vais, sans plus tarder, permettre à l'audience de pouvoir se joindre à la discussion et pouvoir répondre à quelques questions qui vous ont été posées dans le panel. Donc, d'abord, je vais essayer de voir. Il y a des réactions. Donc, d'abord, nous avons une question qui a été posée par Monsieur Askonate. Bonjour, je me nomme Elhadji Malick, doctorant. Voilà, ma question est la suivante. Le Sénégal, souvent cité pour la stabilité de son modèle sécuritaire, a-t-il développé une politique criminelle antiterroriste propre ou s'est-il aligné sur les standards internationaux de criminalisation et de prévention? Donc, c'est ça la question que M. Diop pose. Donc, si vous voulez, je répète la question. Le Sénégal, qui est souvent cité pour sa stabilité, pour la stabilité de son modèle sécuritaire, a-t-il développé une politique criminelle antiterroriste qui lui est propre, ou bien il s'est seulement aligné sur les standards internationaux de criminalisation et de prévention? En réalité, d'abord, merci par rapport à la question, qui est une question qui est très pertinente, une question d'actualité qui renvoie du point de vue de la doctrine à ce qu'on appelle le droit pénal de l'ennemi. Non. Je pense que du point de vue doctrinal, il y a un professeur du nom de Gunther Jacob, disciple de Bessel, créateur du fonctionnalisme radical, qui a créé en 1989 la théorie du droit pénal de l'ennemi, repris en 1999 à Bonn, et de plus en plus, depuis les attentats du 11 septembre 2001, le droit pénal de l'ennemi est assimilé aux terroristes. C'est pourquoi il y a une distinction entre le bon délinquant et le mauvais délinquant. Mais par rapport à la lutte antiterroriste au Sénégal, je pense que la première loi sur le terrorisme au Sénégal est une loi de 2007. Nous avons ensuite la loi de 2009, les lois 2016-29, du 8 novembre 2016 modifiant la loi 65-60 du 21 juillet 1965, ainsi que la loi 2016-30 du 8 novembre 2016, modifiant la loi 65-61 du 21 juillet 1965. Nous avons aussi les lois de 2021, qui sont relatives au fait que la piraterie maritime est devenue un acte terroriste au Sénégal. Toutes ces lois-là ne sont pas propres au Sénégal. Le Sénégal s'est aligné aux standards internationaux, mais aussi le Sénégal a repris à l'identique des textes antiterroristes français. À l'identique. Alors que nous n'avons pas les mêmes réalités criminogènes. C'est ce qui justifie qu'il y a des dérives en matière de terrorisme. Parce que les Français ont subi des attentats terroristes qui ont été bien identifiés. Au Sénégal, il y a des gens qui ont été condamnés pour actes terroristes. Parce que ce qui est dangereux avec l'infraction terroriste, c'est que tout le cheminement criminel qu'on appelle l'hypercriminel est répréhensible. À partir de ce moment, le seul projet terroriste suffit à ce qu'une personne soit condamnée pour terrorisme. Et je pense que le fait de reprendre des standards ou le fait de reprendre à l'identique les textes français sont source de difficultés. On n'a pas de politique criminelle propre en matière de terrorisme. On a seulement repris les standards qui ont été développés à l'international et on a repris en identique les textes français. C'est ce qui justifie qu'il y a une désharmonie dans la répression et ce qui justifie qu'il y a une dérive. Deuxième axe, nos prisons, nos 37 prisons, n'avaient pas de pavillon spécial pour les terroristes. Quand vous allez en France, vous avez les fichiers S. Les fichiers S ne sont pas mélangés aux autres délinquants. Mais l'administration pénitentiaire a eu un défi, comment traiter les terroristes.
Dans la mesure où, ici, quand vous prenez le système pénitentiaire, c'est un système qui donne la possibilité d'une vie commune. C'est ce qu'on appelle le système de Pennsylvanie. Mais, je pense que beaucoup de directeurs de prison avec qui j'ai eu à discuter se sont arrangés pour pouvoir avoir un pavillon spécial où on met des personnes qui ont été condamnées pour actes terroristes ou qui sont poursuivies pour actes terroristes. Donc, nous n'avons pas de politique criminelle terroriste qui nous soit propre, mais nous sommes en train de faire avec les moyens du bord. Par rapport au texte, on a seulement copié les standards internationaux et les français. Effectivement, je comprends. Donc, c'est toujours M. Konaté, et je crois que vous avez même un peu touché à la seconde question qu'il a posée. Parce que il estime, il précise plutôt qu'il réfléchit sur la politique sénégalaise en matière de terrorisme, donc sa thèse porte ça, thèse au noir. Et donc la question qu'il pose, c'est que est-ce que la mise en œuvre d'un régime pénitentiaire spécifique pour les détenus terroristes au Sénégal, est-ce qu'elle consacre l'émergence d'une politique criminelle et pénitentiaire autonome ou simplement l'adaptation sécuritaire d'un modèle importé? Et je crois que bon. Non, je pense qu'au niveau de l'administration pénitentiaire, je pense que j'ai déjà touché à cela. Il y a un travail en profondeur qui est en train d'être fait. Par rapport à ce travail en profondeur, il y a beaucoup de réunions qui sont en train d'être effectuées parce qu'on n'était pas préparé du point de vue pénitentiaire à accueillir ce qu'on appelle le haut degré de dangerosité. C'est-à-dire que les personnes qui sont poursuivies pour terrorisme ou les personnes qui sont condamnées pour actes terroristes sont ce qu'on appelle les criminels dangereux. On n'était pas préparé à cela. Des efforts sont mis en œuvre, mais quand vous regardez les différentes lois ainsi que les différentes stratégies de lutte, vous ne verrez nulle part ici, en ce moment, une politique pénitentiaire qui est propre au traitement des personnes qui sont condamnées pour terrorisme. Mais n'empêche, les directeurs de prison, la prison est sous leur responsabilité. Les détenus sont sous leur responsabilité ainsi que les prévenus. Par voie de conséquence, ils sont obligés de se débrouiller par rapport à cet aspect, mais il n'y a pas de politique criminelle pénitentiaire propre aux personnes qui sont condamnées pour actes terroristes. Mais tout si le terroriste est considéré comme vraiment un ennemi, comme il dit, comme un criminel endurci, est-ce que le fait, par exemple, au Sénégal, dans nos administrations pénitentiaires, dans les prisons, dans les lieux de détention, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est assez problématique de mettre ces personnes-là dans les mêmes cellules que d'autres personnes qui pourtant sont considérées comme certes des criminels, mais qui ne sont pas des criminels endurcis, si on parle du concept qui est donné? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un problème dans le fait de les mettre dans, disons, la même cellule? Non. Le problème même, c'est bien avant même l'apparition du phénomène terroriste. Je m'explique. Le Sénégal a des maisons d'arrêt, des maisons de correction, des maisons d'arrêt de correction et des camps pénaux. Dans le principe, les personnes qui sont poursuivies pour actes terroristes doivent être dans les camps pénaux. Parce que dans le principe, les camps pénaux, c'est les personnes qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation à une peine criminelle. Les actes terroristes sont des peines criminelles. Mais on n'a pas assez de prisons. C'est le problème qui se pose. Et la personne, quand l'administration pénitentiaire la reçoit, elle est sous la responsabilité de l'administration pénitentiaire. À partir de ce moment, s'il y a un problème de logistique du point de vue du nombre de places au niveau des prisons, bien évidemment, les directeurs de prison n'auront pas le choix. Et c'est ça le problème qui se pose. D'accord. Mais, on a pour l'instant 37 prisons. Je pense que la dernière fois, Madame le ministre de la Justice avait considéré qu'il y aura d'autres prisons qui seront livrées. Mais le problème principal, c'est pourquoi les gens vont en prison. Le fait de construire des prisons, est-ce que ça, c'est une bonne solution? Parce que si on construit des prisons, ça signifie qu'il y a une détérioration de la société, que les gens continuent à commettre des infractions. Mais je pense que même si on augmente le nombre de prisons, parce que dans le principe, pour 5 ans, il y a 3 prisons qui doivent être livrées, dans le principe, je ne pense pas que jusqu'à présent, on va régler cet aspect. D'accord. Donc, il y a aussi Ousmane Lo qui voudrait savoir quelle est la place des savoirs ou expériences endogènes dans la politique criminelle négro-africaine contemporaine. Elle est très minime en ce moment. Je pense que au moment où je soutenais ma thèse sur la politique criminelle en 2023, on était seulement 3 Africains à avoir écrit et soutenu une thèse en politique criminelle. Donc, il n'y a pas encore assez d'écrits sur la politique criminelle, ce qui justifie que quelquefois, même quand on fait des recherches politico-criminelles, notamment sous l'aspect négro-africain, vous avez des problèmes relatifs à la documentation. Vous êtes obligé d'en recourir à l'oralité et nous savons qu'au niveau de l'oralité, les choses peuvent être modifiées. Qu'est-ce qu'il atteste? Je pense qu'on a eu des problèmes pour pouvoir compiler ce qu'on appelle l'histoire du Sénégal. Jusqu'à présent, il n'y a pas de consensus par rapport à l'histoire du Sénégal.
Donc, les recherches politico-criminelles en Afrique sont extrêmement minimes parce qu'il y a très peu de chercheurs en politique criminelle. Par exemple, au Sénégal, beaucoup de gens réfléchissent sur la politique criminelle mais ne terminent pas leur thèse. Il faut que du moment où je m'écrivais en thèse en politique criminelle, on était 3. 2 en l'UCAT à réfléchir sur la politique criminelle et une dame qui était à l'UGB. La dame à l'UGB avait réussi le concours de l'ENA. Elle est partie. Je pense que la deuxième personne aussi est devenue un fonctionnaire. C'est pourquoi moi j'ai continué ma thèse. Mais des chercheurs en politique criminelle au Sénégal sont très minimes. Pour l'instant, au Sénégal, je suis la seule personne à avoir écrit une thèse et soutenue en politique criminelle, pour l'instant. Et nous espérons à ce que d'autres personnes puissent soutenir leur thèse et leur mémoire et viennent densifier la recherche politico-criminelle. Tout à fait. C'est pourquoi de plus en plus des pénalistes purs se proclament spécialistes de politique criminelle. Ok. D'accord. Donc, il y a aussi une question de M. Bienvenu Malanda. Il voudrait savoir comment faire pour créer une dynamique de recherche africaine sur la question de la politique criminelle négro-africaine. Comment faire pour créer une dynamique de recherche africaine sur la question de la politique criminelle négro-africaine? Moi, je pense que d'abord, au début, c'est une question de volonté. Ce n'est qu'une question de volonté. D'abord, il faut que nous ayons la volonté. Ensuite, il faut que nous ayons l'accompagnement. Parce que la politique criminelle souffre de sa méconnaissance. C'est-à-dire que les gens pensent que la politique criminelle c'est du droit pénal. Tant qu'on n'aura pas dit aux individus qui le pensent que le droit pénal n'est qu'un seul aspect de la recherche politico-criminelle, nous n'arriverons pas à ce que nous voulons réellement. En ce moment, les gens qui dispensent la politique criminelle, par exemple, moi je dispense la politique criminelle à l'École nationale d'administration pénitentiaire. Les gens qui dispensent la politique criminelle presque n'existent pas. Ce sont des profs de droit pénal pur qui dispensent la politique criminelle alors qu'ils ne peuvent pas dispenser la politique criminelle. Donc, à chaque fois qu'ils dispensent la politique criminelle, ils font du droit pénal. Or, la politique criminelle dépasse le droit pénal. Donc, pour que ce dynamisme puisse exister, d'abord, il faut que les gens s'intéressent au domaine, fassent des recherches sur le domaine et puissent s'approprier ce domaine. Je pense que moi, j'ai posé le premier jalon. J'ai des frères et sœurs aussi qui vont poser les jalons et nous pourrons nous réunir pour que ce soit beaucoup plus dynamique. Mais pour l'instant, on a des difficultés. Les gens ne savent même pas ce qu'est la politique criminelle. En effet. Il y a aussi Madame Owen Ndiaye, doctorante à l'UCAD. Elle a posé 2 questions. La première, et quoi, on est devenu dessus, mais serait important de revenir encore. Elle dit, quelle est la différence que vous faites entre politique criminelle et politique pénale? La première question. La seconde, c'est qu'est-ce qui permet, d'après vous, de déterminer la politique d'un État? Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte, en ligne de mire? Quels sont les éléments qui sont pris en compte pour déterminer la politique criminelle d'un État? Donc, c'est la deuxième question. Donc, par rapport à la première question, je pense que j'en avais parlé. La politique criminelle, c'est une stratégie étatique et sociétale qui permet de lutter avec pragmatisme contre les phénomènes criminels de délinquance et de déviance et fondée sur des options idéologiques. Maintenant, quand vous dites que la politique criminelle, c'est une réaction étatique, la réaction étatique de la politique criminelle par rapport aux infractions, c'est ce qu'on appelle la politique pénale. Car la politique criminelle, c'est le soubassement idéologique de la politique pénale. Parce qu'à chaque fois que vous avez un État qui fait une politique pénale, il est sous-tendu par une pensée. Et cette pensée-là s'inscrit dans la politique criminelle. C'est pourquoi on dit que la politique pénale est un pan de la politique criminelle. C'est pourquoi à chaque fois, je renvoie à l'ouvrage de Stéphane Nguele. C'est un ouvrage qui maintenant, je pense pas que ce soit toujours produit, mais Stéphane Nguele a écrit un ouvrage de 437 pages sur les politiques pénales en Afrique. C'est-à-dire que dès le début de l'ouvrage, au niveau de la page 3, il est revenu sur ces distinctions-là entre politique criminelle et politique pénale. D'accord. Et sa deuxième question? Donc, sa deuxième question, je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont pris en compte pour déterminer, pour conceptualiser une politique criminelle d'un État. Ce sont ce qu'on appelle les modèles de politique criminelle. Par exemple, il y a un ouvrage de Madame Christine Lazerk. Je pense que j'ai le format numérique. Si c'est possible, je lui enverrai le format numérique. L'ouvrage est intitulé Introduction à la politique criminelle. Dans Introduction à la politique criminelle, vous avez ce qu'on appelle les modèles politico-criminels étatiques. C'est-à-dire, à chaque fois, les moyens que l'État et la société utilisent pour pouvoir lutter par rapport à une infraction permet de dire que l'État est un modèle de société politico-criminelle libérale ou l'État est un modèle de société politico-criminelle autocratique ou autoritaire. Donc, ce sont ce qu'on appelle les modèles de politique criminelle. Ce que utilisent l'État et la société pour lutter contre le phénomène criminel permet de catégoriser l'État.
Par exemple, quand vous regardez le Sénégal, comment le Sénégal lutte contre le phénomène criminel, le Sénégal entre dans ce qu'on appelle le modèle politico-criminel libéral. Parce que c'est le modèle politico-criminel libéral qui vient vous dire infraction, réaction étatique, déviance, réaction sociétale. Maintenant, si l'infraction n'est pas traitée par l'État, c'est la société qui traite l'infraction. Mais la déviance, en principe, n'est pas traitée par l'État. La déviance est traitée par la société. Parce que la normalité en tant que telle, qui est une normalité sociale, c'est l'adéquation à des valeurs sociétales. Maintenant, si ces valeurs sociétales ne sont pas codifiées, ces valeurs sociétales deviennent de la déviance. Si ces valeurs sociétales sont codifiées, elles deviennent des infractions. D'accord, d'accord. Et d'ailleurs, maintenant, même la question de Mme Ousmane Diago, elle entre dans ce dernier aspect de votre raisonnement, parce qu'elle voudrait comprendre comment se fait-il que, ou bien comment comprendre la réaction de la société face à un phénomène criminel, alors que le droit pénal, globalement, est régi par le droit, par le principe de la légalité. C'est-à-dire que ce qu'il voudrait savoir, c'est simple. C'est-à-dire que comment justifier le fait que la société ait à réagir face à un phénomène criminel, sachant qu'à la base, c'est à l'État de réagir. C'est la relation que nous avons avec l'État qui le justifie. Les individus, quand ils parlent d'État, ils parlent de l'administration. L'administration est la cellule ouvrière de l'État. Si les Sénégalais, par exemple, si on prend l'exemple du Sénégal, considèrent qu'il y a un acte infractionnel continu et que l'État ne réagit pas. Par exemple, qu'est-ce qui le justifie? Vous avez dans certains quartiers où ce sont les quartiers eux-mêmes qui ont créé des comités de veille parce que les gendarmes ou les policiers ne font pas de ronde ou si vous les appelez, ils ne viennent pas. Automatiquement, c'est la société elle-même qui crée des comités de veille et réagit. Lorsqu'il y a défaillance de l'État et que la société se rend compte que malgré tout, malgré les appels, l'État n'intervient pas, c'est la société elle-même qui intervient. C'est ce qui le justifie. D'accord. Donc, il y a aussi une question de M. Jean Foumou. Bonjour à tous, je suis M. Jean Foumou, assistant à l'école de criminologie de l'Université de Kinshasa. Je salue l'intervention pertinente de ce jour. Je voudrais savoir à quel moment l'orateur a fait la démarcation entre la politique criminelle des Noirs et celle des Blancs. Quelles leçons peut-on tirer de la mise en contexte historique de la politique criminelle relevée dans l'exposé? Troisième question, pensez-vous que l'État peut valider la réaction sociale et en faire une réaction étatique au regard d'une situation problématique non criminalisée? Donc, il a posé 3 questions. La première, c'est il voudrait savoir à quel moment est-ce que vous avez fait la démarcation entre la politique criminelle des Noirs et celle des Blancs? Quand j'ai quitté la pensée des détracteurs de l'existence d'une politique criminelle négro-africaine pour aller chercher et vérifier au niveau de nos sociétés là où il y a l'existence d'une politique criminelle négro-africaine. Parce que la juxtaposition d'écoles de pensée politico-criminelles justifie à ce que nous convoquions ce qu'on appelle les écoles de pensée étrangères. Maintenant, si nous quittons les écoles de pensée étrangères pour dire que malgré l'influence des écoles de pensée étrangères, nos sociétés font ce qu'on appelle de l'autorégulation en matière de politique criminelle, là, nous quittons les Blancs pour venir vers les Noirs. Tout à fait. Donc, pour la deuxième question, c'est quelle leçon peut-on tirer de la mise en contexte de la politique criminelle relevée dans l'exposé? Quelle leçon peut-on tirer de la mise en contexte historique de la politique criminelle relevée dans l'exposé? Non. Bon, c'est une leçon où on va dire que je suis un défenseur de l'égyptologue Cheikh Anta Diop. C'est-à-dire que la politique criminelle est née de l'Afrique. À partir du moment où on accepte que la civilisation est née de l'Afrique, la politique criminelle est née en Afrique. À partir du moment où on accepte que l'Égypte s'appelait Kemtiu et qu'à l'origine qu'il y avait des Noirs, qu'il y avait une société organisée, qu'on accepte que la notion politico-criminelle qu'on a pu vérifier au niveau des Grecs est née en Afrique. D'accord. Donc, dernière question de M. Foumou. Pensez-vous que l'État peut valider la réaction sociale et en faire une réaction étatique au regard d'une situation problématique non criminalisée? Non, la société ne valide pas la réaction sociétale. Mais quand il y a défaillance de l'État, c'est la société elle-même qui réagit. Mais l'État ne va pas valider la réaction sociétale. L'État ne valide pas la réaction sociétale pour en faire une réaction qui est légalement admise. Parce que la réaction sociétale n'est pas admise. Je m'explique. Quand aujourd'hui vous avez des personnes qui sont efféminées, parce qu'être efféminé, ça n'a absolument rien à voir avec votre penchant. Mais que la société elle-même considère que l'État ne réagit pas. C'est la société qui réagit. Mais la réaction de la société n'est pas validée par l'État. Mais c'est parce qu'il y a défaillance de l'État
que la société réagit. C'est une défaillance de l'État dans la réaction qui normalement devrait être la sienne. Effectivement. Ok, d'accord. Donc, si on comprend bien, l'État ne peut en aucun cas valider donc la réaction sociale. Parce que si l'État valide la réaction sociale, c'est de l'anarchie. Ok. La réaction étatique est fondée sur la loi. Et en principe, nul ne peut se faire justice soi-même. Quand vous prenez, par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de la pensée chrétienne et de la pensée musulmane, il y a une acceptation de la loi du talion. Mais, dans nos sociétés contemporaines, qui sont des sociétés en principe hiérarchisées, il ne peut pas y avoir de loi du talion. La seule vengeance qui est permise, qui est une vengeance privée, est une vengeance légale, en l'occurrence la légitime défense. Effectivement. En fait, il pose même sur la question, sur la table, la question de l'homosexualité, par exemple. Au Sénégal, est-ce que l'homosexualité est criminalisée? Je ne pense pas. C'est les rapports. On a dit contre nature. Les actes contre nature qui sont criminalisés. Et on sait qu'au Sénégal, la population en soi n'accepte pas ce phénomène-là. Et donc, sachant que ce n'est pas criminalisé dans le sens de la question du islamisme, si la société, estimant par exemple que telle personne identifie X, aurait des penchants homosexuels et qu'elle se chargerait elle-même réaction sociale, vengeance en quelque sorte, ou bien et qu'elle se chargerait de régler le problème entre guillemets, est-ce que l'État pourrait potentiellement s'inspirer de cette réaction-là et criminaliser plus tard contre l'homosexualité? Est-ce que l'État peut subir la pression sociale jusqu'à criminaliser l'homosexualité? Un phénomène qui n'était pas criminalisé. Bon, dans le principe, rien ne l'interdit. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, vu que dans la mesure où cet acte n'est pas une infraction, si par exemple vous avez une bande d'individus qui attaquent une personne sous prétexte que la personne est un homosexuel et le tue, on doit tous les emprisonner. Parce que dans la mesure où ce n'est pas une infraction, vous n'avez pas la possibilité d'abord de tuer la personne, ensuite de vous faire justice vous-même. Effectivement, effectivement. Donc, il y a aussi monsieur Mamadou Seydi, David le Grand, qui pose une question et il dit que c'est une question qui est plutôt personnelle, les adressée à vous. Quel est le rapport avec Lombroso et à quel point il vous a inspiré? Bon, le rapport avec Lombroso, c'est le professeur Dionodor Zouabet. D'ailleurs, je rappelle qu'on vous appelle Lombroso. Oui, on m'appelle Lombroso. C'est le professeur Dionodor Zouabet qui m'appelle Lombroso. Quand nous faisions un cours de politique criminelle, on est revenu sur l'école positiviste de Cesare Lombroso. Et il y a certaines idées de Lombroso où j'étais d'accord à l'époque. Je pense que les idées sont évolutives. Mais quand j'étais en master 2, il y a beaucoup d'idées de Lombroso où j'étais parfaitement d'accord avec Lombroso. On m'a demandé mon avis. Globalement, j'ai dit que j'étais d'accord sur tel point, sur tel point, sur tel point. Et à partir de ce moment, le professeur Zouabet m'appelait Lombroso. Malheureusement, à la fac, tout le monde m'appelle Lombroso. Mais je suis d'accord sur certaines idées de Lombroso. Mais ma thèse n'est pas axée sur Lombroso. J'ai écrit une thèse qui est intitulée La pensée de Beccaria en épreuve de la politique criminelle au Sénégal. Donc, Lombroso est aux antipodes de Beccaria. Parce que Beccaria, lui, c'est l'humanisme pénal. Peu importe les infractions que vous commettez, il va vous réinsérer dans la société. C'est là d'où vient Lombroso. Dara, il est en train de... Et même, on devrait mettre à jour votre surnom. Au lieu de vous appeler Lombroso, on doit vous appeler Beccaria. Oui, il m'appelle les deux. D'accord. Il y a aussi M. Konaté qui revient avec une troisième question. Il dit, le renseignement pénitentiaire au Sénégal s'inscrit-il aujourd'hui comme un instrument structurant de la politique criminelle pénitentiaire ou demeure-t-il une simple composante fonctionnelle de la politique de sécurité intérieure? Malheureusement, ce sont des composantes fonctionnelles. D'abord, le problème avec les renseignements pénitentiaires, c'est leur accès. On a un problème, je pense que il y a l'inspecteur Samba Diouf, je ne sais pas s'il est connecté parce que je lui avais donné le lien, qui gère tous ces aspects qui sont relatifs au renseignement pénitentiaire, ainsi que l'inspecteur Agnès Diogoy. On a un problème d'abord d'accès au renseignement pénitentiaire et les renseignements pénitentiaires ne servent pas de base à une politique pénitentiaire au Sénégal. C'est-à-dire on ne les exploite pas pour pouvoir nous permettre d'avoir une politique pénitentiaire qui soit beaucoup plus efficace. Je pense que si vous allez même pour avoir accès au renseignement pénitentiaire, c'est le parcours du combattant. Si vous allez au niveau de la DGAP, Direction générale de l'administration pénitentiaire. Les étudiants qui écrivent des mémoires sur certains sujets, ils ont du mal vraiment. Oui, mais il vaudrait mieux qu'ils aillent au niveau de l'ENAP, l'École nationale d'administration pénitentiaire. Il y a là-bas une bibliothèque qui est très fournie, notamment les mémoires de sortie des inspecteurs, où il y a énormément d'informations dont ils peuvent avoir besoin. D'accord. Il y a aussi une autre intervention, mais je crois que ce n'est pas une question, c'est juste une appréciation, voilà, une sorte
de participation à l'édifice. Donc la personne estime que la politique criminelle est une politique publique. La direction des affaires criminelles et des grâces détermine cette politique en rapport avec la pratique judiciaire et l'évolution endogène et exogène de la criminalité. Bon, je peux revenir sur cet atelier parce que j'ai encadré un étudiant au niveau de l'UNCHK sur la DHC, la direction des affaires criminelles et des grâces. La direction des affaires criminelles et des grâces qui est sous la responsabilité du ministère de la Justice. La direction des affaires criminelles et des grâces, dans les papiers, détermine la politique pénale du pays. Mais en réalité, la direction des affaires criminelles et des grâces n'est qu'à la cheville ouvrière du ministère, notamment en matière de coopération judiciaire. Je pense que même quand vous regardez les composants, on ne peut pas avoir un service avec très peu de personnes. Si je ne me trompe pas, il y a 3 magistrats, 2 greffiers et 8 agents administratifs qui peuvent déterminer toute une politique d'un pays déterminé. Pourquoi? Parce que même si l'État du Sénégal doit déterminer une politique pénale, la politique pénale suppose la réunion d'énormément d'informations. Donc la DACG, j'ai un étudiant qui est greffier, qui est passé 4 ans au niveau de la DACG, que j'ai encadré à l'UNCHK par rapport à son rapport de stage, et j'ai eu la possibilité de travailler avec beaucoup de personnes au niveau de la DACG. Bon, du point de vue des textes, c'est ce qui est écrit. C'est ça l'intérêt même de la rencontre d'aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'ils déterminent la politique criminelle, beaucoup de gens disent qu'ils déterminent la politique pénale, mais bon, ça c'est une question de texte. Mais dans les faits, ça se passe pas réellement comme prévu. Non, pas du tout. Ok. Donc qu'est-ce qui justifie là? Tout à l'heure, comme vous l'avez dit, c'est quoi? C'est l'effectif qui n'est pas pléthorique, c'est-à-dire que il y a une absence de ressources humaines dans ces dettes. C'est l'importance même de la matière que les gens méconnaissent. Parce que la DACG joue un rôle très fondamental. Parce que quand vous regardez, vous avez 4 directions qui sont sous la responsabilité du ministère de la Justice. La direction des affaires civiles et du sceau, la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction générale de l'administration pénitentiaire, il y a un 4e service, si je ne me trompe pas, les services juridiques, la direction des services judiciaires. Maintenant, ces directions-là jouent un rôle administratif central par rapport au travail du ministère de la Justice. Dans les textes d'élaboration de la direction des affaires criminelles et des grâces et dans la dernière répartition des services du ministère de la Justice de 2023, il est écrit qu'il joue un rôle de détermination de la politique pénale. Mais ça, c'est écrit. Il y a une différence entre ce qui est écrit et ce qui réellement se passe. Effectivement. Donc, il y a aussi monsieur Diallo, qui dit qu'il est doctorant à l'UNCHK. Et donc, il pose une question. Existe-t-il une organisation sous-régionale pour contribuer à la stabilité des pays frontaliers et la sécurité des populations? Est-ce qu'il y a de nouvelles réformes pour assurer la liberté et la protection des populations? Non, pas à ma connaissance. Bon, il y a toujours une collaboration entre États. Il y a une collaboration entre États, vu que ce soit des États qui font partie de l'AES ou ne font pas partie de l'AES, il y a toujours une logique sécuritaire. Je pense que le Sénégal est toujours en collaboration avec des États qui font partie de l'AES, parce que nous partageons les mêmes frontières et les mêmes réalités criminogènes. Mais pour l'instant, on n'a pas encore l'organisation qui a spécifiquement comme travail cet aspect. Ok. D'accord. Donc, on va aussi continuer. Il y a aussi d'autres questions. Il y a monsieur Bienvenu Malanda qui revient encore et qui voudrait savoir, est-ce que la politique criminelle doit nécessairement être répressive? Pas forcément. La politique peut être préventive. Elle n'est pas forcément répressive. C'est ce qui permet de distinguer ce qu'on appelle la politique criminelle rationnelle de la politique criminelle pratique. Quand vous regardez ce qu'on appelle la politique criminelle pratique, la politique criminelle peut être préventive. La politique criminelle ne peut pas se limiter seulement au traitement des infractions. La politique criminelle peut prévenir les infractions. Ok. Donc, dans quelle mesure la politique criminelle antiterroriste sénégalaise peut-elle concilier la nécessité de neutraliser l'ennemi terroriste avec le respect du paradigme classique du droit pénal du citoyen? Parce qu'en réalité, le droit essaie toujours de concilier 2 intérêts contradictoires. Or, au Sénégal, si on prend les mêmes textes qui sont relatifs aux standards internationaux et aux textes français, on privilégie la sécurité au détriment de la liberté. Parce que les lois qui nous inspirent, en France, vous avez ce qu'on appelle la loi sécurité et liberté de 2014. Mais avant 2014, en France, la première loi sécurité et liberté, date de 1983. Nous avons ensuite la loi sécurité et liberté de 2014. Mais dans la loi sécurité et liberté de 2014, la France a franchi la frontière.
La France privilégie la sécurité au détriment de la liberté. Le Sénégal a repris la même loi. Effectivement. On privilégie la sécurité au détriment des libertés. Dans le même sens que les États-Unis aussi. Même logique. Donc, c'est parce que le droit essaie de concilier des intérêts contradictoires. Des impératifs contradictoires. D'accord. Donc, l'impératif pénitentiaire a toujours pris en charge les détenus signalés. Concernant, il y a une prise en charge interne avec les quartiers de haute sécurité. Docteur, c'est quoi les quartiers de haute sécurité? En principe, au niveau des établissements pénitentiaires, c'est un quartier où on met ce qu'on appelle les infracteurs qui posent problème, les détenus qui posent problème, ou les détenus qui ont atteint un certain degré de dangerosité, notamment les détenus terroristes. Donc, on évite de les mélanger avec des détenus de droit commun pour éviter à ce que ils ne créent pas ce qu'on appelle en prison des associations de malfaiteurs ou qu'ils inspirent d'autres personnes à la commission de l'infraction dès qu'ils sortiront des lieux de détention. D'accord. Alors, voilà, nous voici donc à la fin de notre émission. Nous tenons tout d'abord à remercier très vivement Dr Mohamed Diouf pour la prodigalité intellectuelle et la sagacité ainsi que la sagacité intellectuelle dont il a fait moi tout au long de notre séminaire. Nous tenons aussi à le remercier pour l'honneur qu'il nous a fait d'être présent et de répondre présent à notre invitation. Docteur, vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Et nous tenons aussi à remercier le LASPAD ainsi que le LECDA pour cette opportunité qu'ils nous offrent. Donc, nous réitérons en tout cas tout l'estime et la considération ainsi que voilà la gratitude que nous éprouvons à l'égard de ces deux laboratoires-là. Et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour continuer d'autres séminaires sur d'autres thématiques. Donc, au revoir et à bientôt.